Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie d'inauguration d'une bibliothèque numérique et d'une remise de kits scolaires par la Fondation Mboa au profit des élèves de l'école primaire de SOS Village d'enfants au Niger. Le compte-rendu de Asma Seydou et Chebou Guissou. Des kits scolaires et une salle bibliothèque numérique, c'est la composition de ce don offert par la Fondation Boa Niger au profit des élèves de SOS Village d'enfants. Une façon pour la Bank of Africa d'apporter une aide aux enfants de cet établissement afin que ces derniers puissent étudier dans l'ère du numérique avec des équipements adaptés aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, conscient de la place qu'occupe le numérique dans l'accès à la documentation et au savoir, du bon développement de l'éducation et des innovations qu'apporte le numérique dans l'éducation de la jeunesse, la Fondation Bank of Africa concrétise son engagement par la création de ce joyau pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des écoliers du Niger, conformément à la charte des Fondations Bank of Africa. Nous savons que le Niger et les Nigériens sont de plus en plus convaincus que le numérique constitue un vecteur de développement, ce qui nous permet d'être vraiment satisfaits et enthousiastes à l'idée de pouvoir participer à cette grande dynamique qui tient à cœur les autorités nationales. Pour parfaire notre geste, 475 élèves démunis bénéficieront du kit composé de sacs et de fournitures scolaires de première nécessité pour leur permettre de suivre dans les meilleures conditions les cours et les activités scolaires qui leur seront dispensées. Un geste hautement salué par le directeur national de SOS Village d'enfants. La technologie numérique représente un potentiel considérable pour élargir la portée et améliorer la qualité de l'éducation. Mais la technologie à elle seule ne peut pas résoudre les problèmes inhérents de l'éducation. Pour améliorer l'apprentissage des enfants, les outils numériques doivent s'appuyer sur des enseignants solidement formés, des apprenants motivés et des méthodes pédagogiques rigoureuses. C'est pourquoi nous avons jugé utile d'expérimenter cette révolution du numérique tout en restant convaincus que c'est le passage obligé pour réduire la fracture numérique et l'inégalité d'accès aux ressources éducatives. Aussi, la technologie numérique doit être mise à profit pour donner la chance à tous les enfants, en particulier ceux qui sont défavorisés pour des raisons de pauvreté, d'exclusion, de conflit ou d'autres situations de crise, car les TIC sont un vecteur d'éducation. Ému par ce geste combien salutaire, la Fondation BOA, je peux vous rassurer que dès réception, ce don sera utilisé à bon escient. À noter que cette bibliothèque numérique a pour but d'améliorer la capacité de lecture et d'apprentissage des enfants, mais aussi d'amorcer leur initiation au numérique afin de stimuler leur éveil au principe de la recherche documentaire. Le collectif des organisations des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, a organisé ce matin une rencontre d'échange entre les parlementaires et les acteurs des droits humains. Cette rencontre organisée avec l'appui financier de la francophonie porte sur le thème pour une forte implication des parlementaires dans le suivi des organes de traité et de l'EPU sur l'espace civique, la situation des défenseurs et l'opérationnalisation du MNP. Le compte rendu. Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale et les acteurs des droits humains ont échangé ce matin sur le thème pour une forte implication des parlementaires dans le suivi des organes de traité et de l'EPU sur l'espace civique, la situation des défenseurs et l'opérationnalisation du MNP.
3 recommandations prioritaires du mécanisme international seront au centre des échanges pour amener les députés à s'engager dans la prise en compte de ces recommandations. Cette rencontre est l'initiative du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE et le Centre pour le droit civil et politique avec l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes à un moment crucial où le pays vient de recevoir les recommandations dans le cadre de notre examen qu'on appelle l'examen périodique universel. Et en réalité, toutes ces recommandations, pour être mises en œuvre, ont besoin d'une très forte implication de l'Assemblée nationale. Notamment, vous le savez, à travers des lois qui doivent être votées. Généralement, au niveau de l'ONU, on apprécie les lois qui sont dans le pays et on fait un certain nombre de suggestions pour les lois qui doivent être révisées et carrément d'autres conventions internationales auxquelles il faut adhérer. C'est vraiment le premier volet de l'action que nous espérons faire avec vous ce matin, à savoir vous présenter un peu ces lois que les Nations Unies suggèrent de modifier et ensuite voir dans quelle mesure, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, vous, en tant que député, lorsque le gouvernement vient devant vous, vous pouvez alors l'interpeller sur effectivement les mesures qui sont prises pour mieux protéger les droits de l'homme. Pourquoi ces 3 recommandations prioritaires? C'est précisément parce que le comité pense qu'il est urgent que le Niger prenne des dispositions par rapport à ces 3 recommandations avant le dépôt de son prochain rapport sur le pacte qui est prévu en mars 2023. Le comité interministériel a déjà fait ce rapport intermédiaire qui sera bientôt envoyé à Genève. Le président de la Commission des affaires générales et institutionnelles s'est engagé à soutenir le Code pour l'amélioration de l'espace civique au Niger. Étant donné que le Niger est État partie des traités des Nations Unies sur la question des droits humains, eh bien, c'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour pouvoir partager avec nous la question des droits de l'homme et surtout les différentes recommandations qui sont issues de la présentation du rapport du Niger au niveau de l'IPE. Nous sommes véritablement les bénéficiaires et nous vous en remercions très vivement de cette option prise pour que les parlementaires puissent de l'avenir être impliqués dans peut-être la rédaction de ces rapports, mais aussi dans leur présentation. Et nous allons, en ce qui nous concerne, nous engager à vous soutenir, à vous accompagner et à éventuellement proposer des lois pour que nous puissions répondre aux questions, aux recommandations qui nous sont posées par les institutions des Nations Unies en la matière. Les 3 recommandations prioritaires des mécanismes internationaux sont la lutte contre la corruption, les conditions de détention et les libertés d'expression. Ouverture ce matin au Grand Hôtel de Niamey d'un atelier de renforcement des capacités du personnel administratif et technique de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'atelier porte sur le droit administratif et la pratique administrative. Le compte-rendu de Nafis Zakou et Abdel Nasser Seydou. Organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI avec le soutien du programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD, le présent atelier sur le droit administratif et les pratiques administratives vise le renforcement des capacités du personnel administratif et technique de la CENI. Cette initiative qui permettrait de doter le personnel administratif de la CENI d'outils et pratiques de gestion administrative adaptés à sa mission a été saluée par le PAGOD. La coopération suisse
qui finance notre programme, est toujours engagé à coopérer, à renforcer et à appuyer le gouvernement du Niger dans son processus de consolidation de la démocratie et de l'état de droit et le renforcement des institutions publiques au service de la société et en particulier d'appuyer le processus électoral qui n'est plus un événement ponctuel mais un cycle puisque la CENI est désormais une institution permanente. Nous saluons cette initiative qui permettrait de doter le personnel administratif de la CENI d'outils et pratiques de gestion administrative adaptés à sa mission, d'améliorer ses performances techniques et administratives et son niveau d'efficacité dans la gestion quotidienne de ses tâches administratives. La présente rencontre organisée dans le cadre de la mise à niveau du personnel administratif et technique de la CENI est d'une importance capitale. L'audit organisationnel de notre institution réalisé avec le concours des partenaires techniques et financiers a relevé la nécessité de renforcer les compétences du personnel de la CENI en vue de lui permettre d'assumer convenablement ses responsabilités. À cet effet, les conclusions de l'audit ont recommandé vivement des sessions de renforcement des capacités du personnel sur le droit administratif et les pratiques administratives. L'objectif de cette formation est de contribuer au renforcement des compétences administratives et techniques du personnel pour mieux accomplir ses missions. Il s'agit également de le doter d'outils et de pratiques de gestion administrative adaptées, d'améliorer ses performances et de renforcer son efficacité dans la gestion quotidienne des tâches administratives. Dans la conduite des travaux de l'atelier, la méthode participative sera privilégiée comme technique d'animation, les exposés, les exercices pratiques et les partages d'expériences. Je vous exhorte vivement à participer assidûment à ces travaux interactifs et très instructifs dans un esprit de communion pour un objectif commun et avec toute l'humilité requise. À noter que cette session de formation qui comprend 50 participants sera assurée par des experts en droit administratif et en pratique administrative, durera 3 jours. Ouverture ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamey des travaux du 5e congrès ordinaire de la Confédération nigérienne du travail CNT. Il s'agira au cours de ce congrès qui a enregistré la présence de plusieurs invités de faire le bilan des activités menées par le bureau. Le compte-rendu de Nafissé Yahya et Sadou Doumi. C'est par cette hymne dédiée à la Confédération nigérienne du travail CNT qu'ont débuté les travaux entrant dans le cadre du 5e congrès ordinaire de cette centrale syndicale. Un congrès au cours duquel les participants auront à faire le bilan des activités menées afin d'adopter les résolutions et recommandations. Le 5e congrès, comme tous les autres, consacre une large place au bilan des activités et les leçons apprises. Ainsi, ce congrès permettra de revisiter les textes fondamentaux, nous donnera l'occasion au bureau exécutif de présenter son rapport moral et financier. Ce 5e congrès est un congrès bilan pour la CNT et particulièrement pour moi, qui ai eu la chance de conduire au destiné de la CNT plus de 16 ans. Un congrès aussi sanctionné par l'adoption de résolutions et recommandations. Je vous exhorte donc en adopter les plus pertinentes et qui répondent au contexte du moment et aux attentes et aux aspirations profondes des militantes et militants de la CNT et de tous les travailleurs d'une manière générale. Le présent congrès verra également l'élection d'un nouveau bureau qui aura à son sein assurément des hommes et des femmes engagés, compétents et disponibles dans le strict respect du quota. Le congrès tiendra compte du quota, la présidente de la CSI, le quota des femmes, parce qu'il faut se conformer aux règles de la CSI et du BIT. En ouvrant les travaux de ces assises, la ministre de la Fonction publique et du Travail a salué la tenue de ce congrès et le choix de son thème. La tenue du congrès est un événement important dans la vie de toute organisation syndicale sérieuse.
en ce qu'elle procède du respect d'une obligation statutaire d'une part et qu'elle donne l'occasion à ses membres de participer à la formulation des orientations de l'organisation d'autre part. En convoquant ces assises, votre centrale satisfait ainsi à ses obligations statutaires. Soyez-en félicités. Le thème de votre 5e congrès, le futur du travail et l'avenir du syndicat, est d'une pertinence avérée et cadre parfaitement avec les préoccupations de l'heure des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence, M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, qui ont fait du dialogue social leur priorité, comme en témoignent les séries de mesures prises par mon département ministériel afin de relever les défis liés au monde du travail et des travailleurs. Plusieurs militants et partenaires de la CNT ont honoré de leur présence ces assises qui dureront 2 jours. Entre autres, la CNV internationale, la CVCSC internationale et les secrétaires généraux des confédérations africaines sœurs du Burkina, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Le ministère de la Jeunesse et des Sports abrite depuis ce matin une réunion du cadrage de lancement du processus d'élaboration du document de politique nationale de sport. C'était en présence des membres du comité technique et de pilotage. Le compte-rendu avec Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Après la mise en place du comité technique chargé du processus d'élaboration du document de politique nationale de sport, cette rencontre se veut une cérémonie de cadrage de lancement de ce processus où seront présentés les termes de référence constituant une priorité absolue pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. La politique nationale du sport que nous voulons pour notre pays doit refléter une nouvelle approche faisant place au leadership partagé, à la concertation et à la responsabilisation de tous les intervenants pour accroître la participation de l'excellence, la rationalisation des ressources, l'harmonie des actions. Il nous faut pour cela un secteur sportif pluriel à travers ses activités et ses décideurs, reposant sur une stratégie qui consiste à améliorer conséquemment le fonctionnement du secteur sportif national de manière à le rendre efficace. 2 objectifs sont visés à travers cette réunion de cadrage. Lancer véritablement l'activité, mais porter à la connaissance de la nation nigérienne du début de ce processus et recueillir en même temps ou demander en même temps toutes les parties prenantes de se sentir concernées par rapport à ce travail. C'est un travail attendu par l'ensemble des Nigériens, surtout le monde sportif. Donc, ce processus, nous devons le poursuivre avec plusieurs phases. En plus du comité technique, il y a un comité de pilotage qui donnera les orientations et le suivi du processus d'élaboration de cette politique afin de remettre un document final au ministre dans un bref délai. Le chef service Hausa de la Voix de l'Amérique est en visite de travail au Niger. Au menu de l'agenda de Aliou Mustafa Sokoto, le débat public des visites et des rencontres. Aliou Mustafa Sokoto est au Niger dans le cadre d'une mission dans plusieurs pays africains dans lequel la langue Hausa est parlée. Cet après-midi, il a visité le locaux du groupe de presse radio et télévision Labari. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa. Le Niger constitue la première étape d'un périple dans plusieurs pays africains du chef service Hausa de la Voix de l'Amérique VOA. Aliou Mustafa Sokoto a mis à profit son séjour à Niamey pour visiter le locaux de la radio et télévision Labari pour constater les conditions de travail, mais aussi pour échanger avec le premier responsable du groupe de presse en vue d'un éventuel partenariat. Ma présence au Niger n'est pas un fait du hasard.
car après le Nigeria, le Niger est le deuxième pays où nous avons plus d'auditeurs. Donc je suis au Niger dans le but de voir comment nous pouvons élargir nos liens de partenariat avec les organes de presse avec lesquels nous n'avons pas ce lien de partenariat. J'ai échangé avec Ali Idrissa et nous osons espérer voir concrétiser un partenariat entre VOA et le groupe de presse Labari. Labari est un organe de presse avec qui il faut compter, un organe qui fait un bon boulot. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Au groupe de presse Labari, le chef service de la Voix de l'Amérique VOA a visité les différents services. Très émerveillé de ce qu'il a vu sur place, Aliou Mustafa Sokoto a tenu à encourager les agents et même les responsables dans les efforts qu'ils sont en train de consentir pour servir le public. Je demande aux agents de redoubler d'efforts dans ce qu'ils font. Ce qui m'a plu, comparé du Nigeria où les gens préfèrent créer la radio ou la télé séparément. Ici, les deux sont ensemble et c'est un groupe télé et radio. Donc, j'espère que collaborer avec la Bari, ça va être une bonne chose pour nous. Après le Niger, le chef service Hausa de la VOA, Aliou Mustafa Sokoto, va se rendre successivement au Cameroun et au Ghana. Cérémonie de remise de certificats aux anciens boursiers IVLP, Yali et ambassadeurs Nouveau Horizon. La cérémonie de remise s'est déroulée hier dans la résidence de l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni. Ils sont 11 Nigériens à recevoir leur parchemin après avoir bénéficié d'une bourse américaine dans le cadre du programme Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, YALI, et International Visitor Leadership Programme, IVLP. Ces derniers font partie des programmes phares de la diplomatie américaine. YALI est le programme d'échange phare du président Obama visant à investir dans la prochaine génération de dirigeants africains. L'International Visitor Leadership Program est le premier programme d'échange professionnel du département d'État. La mission de IVLP est de soutenir les objectifs de politique étrangère des États-Unis en améliorant la compréhension mutuelle entre les États-Unis et les autres nations. Le responsable de l'association Yali Niger et celui de IVLP Niger ont remercié de vive voix l'ambassade des États-Unis au Niger. On ne fait que remercier l'ambassade des États-Unis à travers tout ce que vous faites pour la jeunesse nigérienne, à travers les différents programmes qui contribuent à former des jeunes leaders aujourd'hui dont l'utilité et l'impact au niveau de notre pays ne se fait plus démontrer. On a beaucoup de jeunes qui font des choses extraordinaires. Ces jeunes ont tous à un moment donné participé à un programme soutenu par les États-Unis d'Amérique. Nous remercions beaucoup les États-Unis d'Amérique. Parce que je le sais, parce que le fait de participer à ces genres de programmes a beaucoup changé nos modes de vie, nos mentalités, nos comportements. Et ça nous a permis quand même d'atteindre un certain niveau d'engagement et de contribuer au développement de notre propre pays. Après avoir félicité les récipiendaires, l'ambassadeur des États-Unis dresse ses attentes. Aujourd'hui, vous faites partie de la grande famille de diplômes de programmes d'échange de l'ambassade des États-Unis. Notre souhait est de voir nos anciens devenir des leaders exceptionnels, des professionnels hautement qualifiés et des ambassadeurs des activités de notre mission. Nous comptons sur vous pour nous aider à travailler avec nos intérêts communs à travers notre approche 4D. C'est
diplomatie, développement, démocratie et défense. Une attestation est remise également au responsable de Nouveau Horizon. Ce dernier traduit en français les livres d'auteurs américains, les commercialise en Afrique francophone et les distribue aux ambassades qui les utilisent pour soutenir leur programme. À Sagia, c'est au 5e arrondissement, un terrain d'une superficie de 7 hectares appartenant à l'État en construction fait l'objet d'un litige avec un particulier qui réclame ce terrain. Une situation qui a suscité la réaction des autorités du 5e arrondissement. Le reportage est de Assama Oseidou. Ce terrain d'une superficie de 7125,9 mètres carrés est réservé pour doter le quartier Sagia dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey de marchés de type moderne. Les travaux de ce vaste chantier ont d'ores et déjà commencé. Cependant, à la grande surprise des autorités municipales du 5e arrondissement, un monsieur se présente comme étant propriétaire de cet espace pour demander l'arrêt des travaux. Le secrétaire général du 5e arrondissement explique. La situation actuelle, Sakia, c'est dû à la construction du deuxième pont en 2009, suite à la réalisation des déguerpis qui se trouvent sur la voie. Donc, ils ont préféré le reloger au niveau de Sagia. Donc, c'est là où le ministère de l'équipement a fait 5 équipements. Il y a eu 242 parcelles pour les reloger. Donc il y a l'école primaire, il y a un CS, il y a Air Machan, il y a Espace Vert et une mosquée. C'est ce qui fait les 5. Donc il y a un monsieur qui répond au nom de Synergie Investissement, qui aujourd'hui, l'État a mis la place là à la population pour construire. Et les gens ont commencé à construire parce qu'ils sont venus à la mairie, ils ont payé. Et maintenant, le monsieur dit que lui, la place lui appartient. Nous, on ne sait pas par quel miracle il a eu la place là, parce que la place n'a pas été déclassée. À notre grande surprise, il a écrit au niveau du cadastre pour dire d'arrêter la construction du marché au niveau de Sagia. Et nos hiérarchies nous ont saisis par rapport à cette question pour faire des indications. On était parti au niveau du ministère de l'équipement et du Libanais pour demander les TEF. Le monsieur n'a pas de TEF. Il n'a pas de TEF, il ne peut pas nous prouver aussi de TEF parce que dans le plan du cadastre, le plan, c'est prévu que la place là appartient à l'État du Niger. Donc aujourd'hui, nous, on était surpris et que hier nuit, il est parti encore mettre des bornes. Mais quand même, nous, on a expliqué à la population d'arrêter les conditions en attendant où on va voir clair cette affaire-là. C'est pourquoi la mairie du 5e arrondissement se bat pour que justice soit faite. C'est une place réservée. Je vous ai parlé de l'école primaire qui a été construite avant que les gens parlent là-bas. La mosquée a été construite et le CS aussi a été construit. Donc, ça appartient à l'État, ça n'appartient pas à quelqu'un. Parce que quand on parle d'espace vert, ça appartient à l'État. Après, ils vont déclasser ça pour donner ça à la commune. Maintenant, la place appartient à la commune. Mais lui, aujourd'hui aussi, en tant qu'une société immobilière, il se réclame que la place lui appartienne. Les procédures, c'est la loi. On va voir quelle procédure on va prendre pour qu'il puisse ignorer cette affaire-là. Pour que le monsieur puisse comprendre que nous sommes dans un pays de droit. Et aujourd'hui, on ne peut pas prendre unilatéralement une décision, dire qu'il va déterrer ses bords. Non, mais nous, on va suivre la loi et on va respecter la procédure. Dans une correspondance du maire, en réponse à la lettre adressée à la mairie pour le monsieur réclamant la légitimité du terrain, le maire indique qu'après vérification des services compétents, aucune mention ne fait cas de la référence du terrain pour lequel vous sollicitez l'arrêt des travaux. C'est pourquoi j'estime votre prétention est mal fondée, précise le maire du 5e arrondissement dans cette correspondance en date du 4 novembre 2021. D'origine togolaise, Garba Lawali, un ancien chauffeur de bus, s'est reconverti dans la coiffure. Aujourd'hui, il est installé à Niamey depuis quelques années et vit de son métier. Détail dans cet élément du studio Kalangou. Quand j'ai quitté au Togo, là, moi je suis chauffeur d'un bus. Vous voyez, non? Donc, arrivé ici, j'ai vu qu'avec la conduite, ça ne veut pas me faire mes besoins. Donc, c'est Dieu l'a pris ici.
Actuellement, les permis, là, ça y est, j'irai déposer ici, dans la caisse. Vous voyez, non? Donc, c'est ici que j'ai appris, avec un frère togolais. Mais mon patron, avant qu'il est décédé. C'est depuis 2008, ici. C'est avec ça que j'ai nourri ma famille. J'ai quelque chose de 6 enfants, ils sont à l'école. Je remercie le bon Dieu avec ce travail. Parce que quand même, c'est avec ça que je fais tous mes besoins. Et puis actuellement, j'ai 4 apprentis. Avant ce métier-là, en ce temps, ce n'est pas abondant. Mais actuellement, dans notre quartier même, je peux dire que nous sommes dans les choses là, voilà, nous sommes très nombreux maintenant. J'ai fixé les prix. Les grands 1000 francs, les enfants 500. En 2008, kakane ayi wa dono ayi chabu. Wati da shi karbando. Ayi ne wundo ne raidin ne ko kitchen hal auta France. Mais avec tout ça, wati kul da itu chabu sene ne ka. Borkul go. Ay kuraje no ay zanka mono. Oh, man chay hinne mo borango hal tallaje di tun ne ni ka chabu. Oh. Harino ka ga boyno ka ga fam da normal. Ro da ga ta bore ga zango yin ki zango da riga no sa fam ma sta ba da riga da mu ta wurin fatkira alhamdulillah. Notre rubrique hebdomadaire à présent, la chronique juridique. Cette semaine, elle porte sur l'appel, un thème développé par Maître Souleymane Maman, avocat à la Cour. Très bonne réception. L'appel, c'est une voie de recours ordinaire. Vous savez, lorsque vous êtes en litige avec une personne, l'organisation judiciaire au Niger fait en sorte qu'il y a ce qu'on appelle le principe de double degré de juridiction. C'est-à-dire lorsque l'affaire est déférée devant une juridiction, le tribunal des grandes instances ou la juridiction qui statue en premier ressort. Lorsque la juridiction rend sa décision, vous, partie prenante au procès, vous pouvez estimer que la décision n'a pas été rendue conformément à la loi ou que la décision a été mal rendue. Lorsque vous n'êtes pas satisfait, en résumé, de la décision rendue par une juridiction en premier ressort, donc vous avez la possibilité de contester cette décision devant des juridictions des niveaux supérieurs, devant la cour d'appel. Et donc l'appel, en réalité, c'est une voie de recours ordinaire qui tend à faire réformer ou annuler par la juridiction d'appel les décisions rendues en premier ressort par les juridictions de premier degré. Lorsque vous prenez l'architecture de l'organisation judiciaire, vous avez par exemple les tribunaux d'instance, vous avez les tribunaux des grandes instances, vous avez les cours d'appel et vous avez la cour de cassation. Lorsque le tribunal de grande instance rend par exemple une décision et que vous n'êtes pas satisfait de cette décision rendue par le tribunal, vous avez la possibilité de contester cette décision et d'aller devant des juridictions de niveau supérieur. Et donc le mécanisme qui permet à une personne de contester une décision rendue par les juridictions de premier degré, c'est justement l'appel. Donc l'appel permet en réalité à une personne de s'opposer, de demander à des juridictions de niveau supérieur d'examiner à nouveau le dossier parce que la personne estime tout simplement qu'elle n'est pas satisfaite de la décision qui a été rendue par le juge de niveau inférieur. Et donc le droit d'appel appartient à toutes les parties qui ont intérêt, si elles n'ont pas renoncé à faire appel. Vous n'êtes pas obligé dans le cadre d'une procédure de faire appel. Si le tribunal rend une décision, vous pouvez être satisfait de la décision. Vous n'avez pas besoin de faire appel. Ou même si vous n'êtes pas satisfait de la décision, vous pouvez renoncer à votre droit d'appel et ne pas du tout faire appel. L'un dans l'autre, toutes les parties prenantes
à la procédure d'instance ont la possibilité, si elles le souhaitent, d'interjeter appel. S'il y a 10 personnes dans un dossier et que le jugement concerne les 10, tous les 10 ont la possibilité de relever appel de la décision devant la juridiction de niveau supérieur. Alors, l'appel est porté devant ce qu'on appelle la cour d'appel, en fonction, bien entendu, du découpage qui a été fait. Aujourd'hui, vous savez qu'on a 3 cours d'appel qui sont présentement fonctionnels. Il y a la cour d'appel de Niamey, la cour d'appel de Zender et la cour d'appel de Tawa. Et donc, lorsque vous n'êtes pas satisfait d'une décision, vous relevez appel de la décision devant l'une des 3 cours d'appel en fonction justement de votre localisation géographique par rapport à la localisation géographique auquel du tribunal qui a rendu la décision. Si vous êtes, par exemple, la décision a été rendue par le tribunal des grandes instances hors classe de Niamey, si vous voulez faire appel, vous faites votre appel devant la cour d'appel de Niamey. Vous ne pouvez pas aller faire appel devant la cour d'appel de Zender ou devant la cour d'appel de Tawa. Si la décision a été rendue, par exemple, par le tribunal des grandes instances de Maradi, vous portez votre appel devant la cour d'appel de Zender. Vous ne pouvez pas porter votre appel devant la cour d'appel de Niamey. C'est pareil lorsqu'une décision est rendue, par exemple, par le tribunal des grandes instances d'Agadez ou par le tribunal des grandes instances de Tawa. L'appel de ces décisions est déféré devant la cour d'appel de Tawa. Donc c'est extrêmement important. Lorsque vous vous trompez de juridiction devant laquelle vous devez porter votre appel sera tout simplement soit déclaré irrecevable si vous ne respectez pas les délais, ou la juridiction qui a été maladroitement saisie va se déclarer incompétente pour connaître de votre dossier. Alors, en ce qui concerne l'opposition, on avait rappelé la semaine dernière que vous avez un délai de 15 jours pour pouvoir faire opposition à compter de la signification. En ce qui concerne l'appel, le délai d'appel est de 1 mois. Le délai d'appel est de 1 mois et ce délai commence à courir pour les jugements qui ont été rendus contradictoirement entre les parties au jour où la décision a été rendue. Quand on parle de décision contradictoire, c'est une décision qui n'est pas rendue par défaut, où toutes les parties étaient présentes au moment où le juge rend sa décision. Si vous étiez parti au procès et que le jugement est contradictoire, vous avez un délai de 1 mois à compter du jour où la décision a été prononcée pour pouvoir faire appel. Si la décision était réputée contradictoire, par exemple, à votre égard, vous avez un délai qui est toujours de 1 mois à compter du jour où on vous signifie la décision. Ou même si c'est une décision qui a été rendue par défaut, si on vous signifie la décision, si vous voulez faire appel, c'est dans le délai de 1 mois. Et donc l'appel également, c'est par voie d'huissier, par acte extrajudiciaire. L'appel, il y a des mentions qui doivent figurer dans votre acte d'appel sous peine de nullité. Et en ce qui concerne les matières, en tout cas spéciales, l'appel peut être fait par simple déclaration. En matière pénale, l'appel, c'est par simple déclaration. En matière coutumière, l'appel, c'est par simple déclaration. Et même en ce qui concerne le tribunal de commerce, l'appel, c'est également par simple déclaration. Mais en ce qui concerne les autres matières, l'appel, c'est par acte d'huissier. Et donc, l'effet principal de l'appel, c'est que l'appel suspend l'exécution de la première décision. C'est-à-dire que si une décision a été rendue contre vous et la décision vous condamne à payer 15 millions de francs CFA à une personne, lorsque vous faites appel, cette décision-là, la personne ne peut pas l'exécuter, la décision est suspendue. C'est ça l'effet de l'appel. L'appel a un effet suspensif. Sauf si la décision contre laquelle vous avez, en tout cas, interjeté appel, est assortie de ce qu'on appelle l'exécution provisoire. C'est-à-dire, en ce moment-là, même lorsque vous faites appel, si la première décision est assortie de l'exécution provisoire, on peut l'exécuter, sauf si vous faites ce qu'on appelle une procédure de défense à exécution provisoire devant le premier président de la Cour d'appel. Donc, le premier effet de l'appel, c'est de suspendre l'exécution de la décision qui a été rendue, sauf si la décision est assortie de l'exécution provisoire. Le second effet, c'est ce qu'on appelle l'effet dévolutif
de l'appel. Le fait d'évolutif de l'appel, en réalité, ça remet en cause la chose jugée devant la juridiction du niveau supérieur. C'est comme si tout ce qui a été fait, en tout cas en première instance, sera à nouveau rejugé devant la cour d'appel qui va examiner en fait et en droit votre litige. Il va examiner les moyens que vous présentez pour pouvoir prendre une décision à bon escient.